On va maintenant passer la parole au docteur Jean-François Costomal-Lacoste, qui est psychiatre à Sainte-Anne et qui va nous parler d'un sujet tout aussi intéressant, complètement différent, puisqu'il s'agit d'un médicament qui serait peut-être une nouvelle molécule, je ne sais pas, un nouveau traitement, en tout cas ce que nous avons lithium sur la maladie d'Alzheimer. Merci. Oui, voilà, donc je suis psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne dans le service des professeurs Krebs et Gaillard. Au sein de notre INSERM, on s'intéresse aux physiopathologies des maladies psychiatriques. Alors, loin de moi l'envie de vous faire prescrire du lithium chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, mais j'ai envie plutôt de vous donner de nouvelles perspectives sur la physiopathologie. Quand on lit en 2011 le British Journal of Psychiatry, Alan Young, un mec tout à fait sérieux, qui est tête du département des troubles de l'humeur dans le King's College, nous dit More good news about the magic cure, lithium may prevent dementia. Le lithium peut prévenir la démence. Bon. Alors de quoi est-ce qu'il parle? En fait, pour comprendre le lithium, il faut comprendre deux petites expériences du neurodéveloppement. Si on expose un embryon à des UV, alors on obtient ce qu'on appelle un embryon qui dit ventralisé. Il n'y a pas de gastrulation, il n'y a pas de neurodéveloppement. En fait, on obtient un amas cellulaire qui n'a rien à voir avec un embryon normal. Maintenant, si on fait la même expérience et qu'on rajoute du lithium, alors on obtient un embryon normal. Je vous passe les détails de la recherche et je vous montre ces cascades cellulaires. En fait, en présence d'UV, on a ce qu'on appelle une voie cellulaire qui s'appelle la voie Wnt-bêta-caténine, qui est une voie très importante dans le neurodéveloppement et dans le développement en général. On observe en fait un échafaudage protéique qui permet en fait à une petite protéine qui s'appelle la glycogène synthèse kinase 3 de venir phosphoryler la bêta-caténine, qui est ensuite ubiquitinée, reconnue par le protéasome et dégradée. Si cette fois-ci on n'a pas de push d'UV, alors la molécule Wnt vient se fixer sur son récepteur Freesult et corécepteur LRP5 et 6, ce qui en fait permet une séquestration de la GSK3 bêta au sein d'un nouvel échafaudage protéique à la membrane. De ce fait, la bêta-catéine n'est plus phosphorylée par la GSK3, elle peut être transloquée vers le noyau et permettre la transcription de gènes cibles qui vont permettre le neurodéveloppement. Très bien. Ce qu'on se dit, du coup, c'est que probablement que le lithium, il doit agir sur la GSK3. Pour comprendre comment agit le lithium sur la GSK3, il faut connaître notre échafaudage protéique tout simple, bêta-arestine 2, protéine phosphatase de A et AKT, ou protéine kinase B. Les protéines kinases, en gros, elles phosphorylent. Cet échafaudage protéique, il est permis par le l'ion magnésium. En fait, il existe une sorte de cycle comme ça d'AKT. Au sein de l'échafaudage protéique, la protéine phosphatase de A vient déphosphoryler AKT qui n'est plus active. Elle est ensuite libérée dans le cytoplasme et ensuite phosphorylée par une nouvelle cascade qui passe par la PI3K, mais ça on s'en fiche un peu ici. Et une fois phosphorylée, en fait, AKT, ou protéine kinase B, vient phosphoryler la glycogène synthèse kinase 3. Lorsqu'elle est phosphorylée, sa glycogène synthèse kinase 3, elle est inactive, ce qui revient au même entre une séquestration ou une inactivation en fait, par phosphorylation. Le lithium, dans ce processus, qu'est-ce qu'il vient faire? En fait, c'est un agent de compétition, le lithium, contre le magnésium, et donc il vient déstructurer cet échafaudage protéique entre bêta-arestine, protéine phosphatase de A et AKT. De ce fait, AKT est plus fréquemment libre dans le cytoplasme, donc plus fréquemment phosphorylé, et il vient plus fréquemment phosphoryler la GSK3. De ce fait, on a un équivalent de ceci et ça permet à notre embryon d'avoir une dorsalisation normale. Très bien, alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il nous parle de la GSK3 et du lithium avec la maladie d'Alzheimer. En fait, parce qu'il y a une vraie hypothèse entre cette activité de la glycogène synthèse kinase 3 et la maladie d'Alzheimer. En 2008, quand on travaille au King's College, on écrit dans le Journal of Neurochemistry un papier dont la conclusion est la suivante. L'activité de la GSK3 promeut l'augmentation de la production A-bêta. Elle augmente la phosphorylation des microtubules et des tubules associés. Elle augmente l'activité microgliale et par conséquent l'inflammation cérébrale. Et enfin, sur des modèles murins, on a des troubles cognitifs, une diminution de leur activité cognitive.
Donc je vais prendre pour chacun de ces exemples une petite diapo. On va faire ça très rapidement. On va essayer d'être plus didactique finalement que complet. Concernant GSK3 et protéine A-bêta, il existe en fait 3 niveaux de preuve dans la littérature. D'abord, A-bêta augmente l'activité de la GSK3. D'autre part, l'activité de GSK3 elle-même augmente la production d'A-bêta. Donc là, on a une sorte de cercle vicieux. Et en plus, la GSK3 promeut le signal apoptotique induit dans A-bêta. Tout ça pour se dire qu'il existe un intérêt probable des inhibiteurs de GSK3 dans la myéloïdogénèse. Concernant la tauopathie, on sait qu'il existe une corrélation entre la clinique et les dépôts neurofibrillaires. Ce qu'on sait aussi, c'est que Tau est phosphorylé par plusieurs kinases, dont, bon, je ne vous cache pas, la glycogène synthase kinase 3. Je vous montre une petite expérience sortie récemment, en 2013, dans Aging Research Review. Non, c'est pas ça. Bon, non, c'est pas ça. Je ne connais plus quel est le papier. En tout cas, ils utilisent un modèle animal de souris qui surexprime une protéine Tau humaine, JNPL3. D'abord, on vérifie que le lithium contre placebo, véhicule ici, diminue bien l'activité de la GSK3. C'est le cas. On vérifie que c'est bien lié à la phosphorylation de la GSK3 bêta. Ici, c'est la sérine 9, puisque c'est en fait la bêta. Si c'était l'alpha, ce serait la sérine 21. En fait, le lithium, il inhibe les deux, alpha et bêta GSK3. Et on vérifie que c'est bien via AKT qu'on a une augmentation de la phosphorylation d'AKT. C'est également le cas. Concernant les résultats, on va regarder ce marqueur, le CP27, qui est en fait le marqueur de notre protéine Tau humaine. Ce qu'on observe, c'est que chez les souris qui prennent du lithium, il y a une diminution de l'agrégation de la protéine Tau humaine comparée au véhicule, c'est-à-dire le placebo. On vérifie aussi en même temps que c'est bien spécifique de la GSK3. Si on inhibe la GSK3, alors on a le même type de résultat, une diminution d'agrégation de ce marqueur. En plus, on fait une expérience en plus au niveau de la dégénérescence axonale et on observe que chez ces animaux, il y a une diminution de la dégénérescence axonale, donc le lithium est neuroprotecteur chez ces animaux. D'un point de vue de l'inflammation, alors ça, il faut considérer que c'est une cellule normale qui est en fait où qu'on expose au LPS. Le lipopolysaccharide, c'est en fait ce lipide membranaire des bactéries Gram- qui induit l'inflammation dans notre corps. Le lipopolysaccharide, il se fixe à son récepteur qui s'appelle le Toll-like receptor, très bien. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a une cascade principale qui passe par NF-κB qui vient en fait induire la transcription de gènes pro-inflammatoires qui seront en fait des cytokines pro-inflammatoires. De l'autre côté, en même temps, dans une cellule normale, il y a la voie de GSK3, en fait la voie de AKT qui vient bloquer GSK3. Parce que GSK3, l'activité de GSK3, elle promeut le signal de NF-κB, donc l'augmentation des cytokines pro-inflammatoires, et elle inhibe l'interleukine 10. L'interleukine 10, c'est cette cytokine qui est anti-inflammatoire. Donc l'idée, c'est que en même temps d'avoir une cascade inflammatoire, on a une cascade qui vient bloquer la GSK3 et qui donc vient libérer les cytokines anti-inflammatoires et en même temps module le signal de NF-κB. Dans une cellule anormale, comme dans la maladie d'Alzheimer, on a une GSK3 qui est hyperactive, ce qui fait qu'on promeut au contraire l'activité inflammatoire et on inhibe l'activité anti-inflammatoire. On a de multiples évidences dans la littérature qui concernent la différenciation cellulaire inflammatoire, la migration des cellules inflammatoires et aussi la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires via la régulation de la GSK3. Donc on se dit là aussi que probablement inhiber la GSK3 chez nos patients, ça peut être intéressant. Mais peut-être plus, en ce qui concerne la prévention. Bon, ok, on a vu les cascades cellulaires, maintenant l'effet de la cognition. L'élévation de la GSK3 a été utilisée comme modèle de la maladie d'Alzheimer. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il existe des diminutions des performances en piscine de Maurice chez les animaux chez qui on augmente la GSK3. La piscine de Maurice, le principe est simple, on met une souris dans une bassine où il y a
un liquide opaque. À l'intérieur, vous avez un petit promontoire et lorsqu'on la met, en fait, elle cherche la souris jusqu'à trouver le promontoire. Les premiers temps, c'est un peu difficile pour elle et au bout de quelques essais, elle trouve directement, grâce au repère extérieur, le promontoire. Eh bien, les souris qui ont une activité de GS4 augmentée, elles ont une diminution de performance, elles ont un déficit de mémorisation spatiale et un déficit de la reconnaissance d'objets. Maintenant, sur les mêmes modèles, lorsqu'on administre du lithium, alors on a une amélioration de ses performances à la piscine de Maurice, une amélioration de la mémoire de travail, et en plus, ça protège les troubles cognitifs, des troubles cognitifs secondaires à l'administration du lipopolysaccharide qu'on a vu tout à l'heure. Chez l'homme maintenant, 3 études principales qui introduisent du lithium chez des patients avec des troubles cognitifs de type Alzheimer. D'abord une première qui nous montre sur 10 semaines un simple aveugle multicentrique qui nous dit absence de bénéfice chez des patients avec une maladie d'Alzheimer modérée. On s'en doute, en fait, un patient qui a déjà un cerveau très remanié, c'est compliqué de l'améliorer. Une autre étude qui est aussi en simple aveugle, donc on voit tout de suite le biais, qui montre une amélioration de la DAS-COG et une élévation de BDNF. Et enfin, une étude qui est peut-être un peu plus longue, qui est en plus en double aveugle et qui nous montre une décroissance de la protéine phosphoto au niveau du liquide céphalorachidien chez des patients qui, eux, étaient en AMCI. Mais tout ça, ça fait de très faibles niveaux de preuve. Je voulais quand même vous montrer cette dernière étude sur les AMCI. En fait, ils prennent 41 patients, donc ils en font 2 groupes, double aveugle. L'âge moyen était supérieur à 70 ans. Des posologies faibles de lithium pour une bonne tolérance, en fait, 0,25 à 0,5 milliequivalent par litre. Et ce qu'on observe au niveau du LCR, c'est le seul résultat qui soit négatif. En fait, ils font un prélèvement à l'état de base et un prélèvement à 1 an. Là, on a les patients témoins et là, on a les patients sous lithium. La seule chose qui sort positive, qui sort significative, c'est une diminution de la protéine phosphoto dans le LCR. C'est un peu embêtant de voir ce résultat-là, je trouve qu'il n'est pas significatif, mais qui n'est pas très loin, qui est une diminution d'A-bêta. Bon, voilà, c'est comme ça. Comme perspective, et c'est ma conclusion, c'est qu'il existe énormément d'études sur les différentes cascades cellulaires dans la maladie d'Alzheimer. C'est, à mon avis, l'intérêt qu'on aurait, ce serait peut-être avoir des molécules multi-cibles sur plusieurs cibles des différentes cascades qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup. Question. J'ai pas fait la littérature récente, mais à un moment, on se posait la question de savoir si le lithium était vraiment protecteur par rapport à Alzheimer. Et il y avait des cohortes de patients PMD qu'on avait essayé de pouler. Et on essayait de voir s'ils devenaient plus ou moins fréquemment atteints de maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous avez des choses récentes sur le sujet ? Oui, alors j'en ai pas parlé, mais je crois qu'il y a... C'est pas hyper récent, mais enfin, ça doit avoir 6 ou 7 ans maintenant. Il y a eu 3 cohortes au total, et toutes les cohortes ont démontré chez les patients qui sont au long cours sous lithium, ils ont une incidence moindre en fait, de maladie d'Alzheimer comparée à la population générale. Monsieur ? Bonjour, vous avez montré comme possible conséquence de GSK3 l'activation de TNF. Tumor necrosis factor, est-ce que vous avez des données sur ça? Des données sur quoi vous dites? TNF. Sur l'activité de tumor necrosis factor, TNF, parce que c'est une conséquence de l'activité de la GSK3. Ah oui, tout à fait. L'activité de la GSK3, comme on l'a vu en fait sur le petit schéma, en fait on augmente, disons qu'on induit la voie de NF-κB qui est un des signaux qui augmente les cytokines pro-inflammatoires, dont le TNF. Merci beaucoup, je suis désolée parce que c'est vraiment passionnant.